Bien, euh, voilà mon pédigré. Je dois rajouter que je suis propriétaire forestier, que j'ai une connaissance de la forêt acquise sur le terrain, notamment dans le cadre de l'association Sylvestre, et que je m'intéresse au carbone forestier en utilisant les méthodes qui me sont familières, parce que du point de vue des échanges de carbone entre la forêt et l'atmosphère, eh bien, la forêt est un système comme les autres. Je ne parlerai du changement climatique qu'en introduction. Je vais m'attacher surtout dans cette présentation à rétablir la vérité des échanges de carbone entre la forêt et les produits bois qui en sont tirés d'une part, l'atmosphère d'autre part, rétablir la vérité parce que, en vérité, la conception dominante actuelle s'adosse à une assertion qui s'appelle la neutralité carbone et qui se révèle non seulement simpliste, mais vraiment trompeuse. Cette assertion incite, au nom de la neutralité carbone du bois, à exploiter exagérément les forêts pour remplacer des combustibles fossiles ou des matériaux énergivores, et cela va tout à fait à l'encontre, comme l'a dit Gilbert tout à l'heure, avec l'atténuation du changement climatique. J'en donnerai l'illustration dans les deux grandes applications du bois, le bois énergie, le bois matériaux, avant de conclure et de discuter avec vous. La diapositive suivante, merci Cécile. Alors tout le monde sait que le réchauffement climatique est en grande partie lié à l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone, CO2, dans l'atmosphère. Cette augmentation est liée à l'utilisation excessive de combustibles carburants d'origine fossile, mais pas seulement, il y a aussi tous les mauvais traitements que l'on inflige à la forêt. Cette croissance est tout à fait alarmante, de 280 parties par million au début de l'ère industrielle. La concentration de dioxyde de carbone est maintenant a dépassé cette année 445 parties par million, ce qui correspond à un accroissement de plus de 300 milliards de tonnes de carbone du stock de carbone atmosphérique. Vous voyez bien par la forme de cette courbe que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alors, est-ce que la forêt peut jouer un rôle dans la modération de cette croissance stupéfiante d'un gaz à effet de serre puissant qui est responsable pour environ les 2/3 de l'élévation de température globale? Eh bien, évidemment, de toute évidence, oui. Pourquoi? Parce que le bois contient du carbone, beaucoup de carbone, 50% en masse sèche. 1 kg de bois sec contient 500 grammes de carbone qui, lorsqu'il brûle, envoie dans l'atmosphère 1,8 kg de CO2. Et, tout compte fait, il se trouve dans les forêts du monde autant de carbone, à peu près, qu'il y en a dans l'atmosphère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une toute petite variation en valeur relative du stock de carbone forestier global a un impact considérable sur l'effet de serre et par conséquent sur le climat. Alors de ce fait, la forêt est une arme climatique à double tranchant. D'un côté, si j'augmente son stock de carbone aux dépens de l'atmosphère, j'atténue le changement climatique, c'est évident, et pour ça, il faut laisser pousser la forêt et boiser autant que possible la planète, dans les limites bien sûr imposées par les réserves pour l'agriculture, l'élevage, etc. D'un autre côté, si je déforeste, si je dégrade ma forêt par des actions inutilement, ou si j'exploite exagérément ma forêt, je diminue son stock, et ça, c'est négatif vis-à-vis du changement climatique. Ça va? Vous m'entendez? Bien. Alors, passons à la diapositive suivante. On va préciser les choses. Cette diapositive présente le bilan carbone de la planète
en termes de flux émis, de flux de carbone émis et de flux de carbone capté, moyennés sur la période 2015-2024 pour lisser les fluctuations interannuelles. Les postes de ce bilan sont tout d'abord l'émission liée à l'utilisation de combustibles fossiles et à la fabrication des chaux et ciments. C'est énorme, c'est une dizaine de milliards de tonnes de carbone par an. Le deuxième poste important est précisément la déforestation et les prélèvements de bois en forêt, qui, cumulés, représentent 3,5 milliards de tonnes de carbone par an. Dans l'atmosphère s'accumulent 5,6 milliards de tonnes de carbone par an, et cette augmentation serait bien plus considérable si nous jouions des puits de carbone, puits océaniques et puits terrestres. Le puits océanique est de 3,2 milliards de tonnes par an. On le connaît à peu près par des simulations en réalité, c'est pour ça qu'il y a un petit point d'interrogation, par des modèles numériques d'échange de CO2 entre l'atmosphère et les eaux superficielles. Le puits terrestre, eh bien du puits terrestre, là j'ai fait quelque chose qui est parfaitement légal, je pense. J'ai isolé le puits forestier parce que jusqu'en 2024, on ne connaissait pas le puits de carbone forestier. On le sait par les travaux de Hugh Pan, donc c'est tout à fait récent, et ça vaut le coup de le présenter, ce puits de carbone forestier. Il est de 3,6 milliards de tonnes par an. C'est important. Je précise que ce puits forestier est un puits brut, c'est-à-dire qu'il correspond effectivement à la production de biomasse forestière. C'est-à-dire en fait que le puits net forestier, qui est la différence entre le puits brut et les émissions par déforestation et prélèvement, ça ne se voit plus. Et c'est pour ça que pendant des années, on ne voyait pas apparaître la forêt dans les grandes discussions sur le climat, parce que finalement, tout le monde disait la forêt, c'est un pouillème. Ce n'est pas un pouillème, c'est un pouillème lorsqu'on fait la différence entre la capture et l'émission. Mais si on isole la capture et l'émission, on voit apparaître toute l'importance de la forêt dans la lutte contre le changement climatique. Et puis enfin, il y a un puits terrestre, hors forêt cette fois-ci, qui est, alors ça c'est la bouteille à l'encre, la valeur affichée est le résidu des autres postes du bilan, et en fait c'est un fourre-tout dans lequel se trouve tout ce qu'on n'a pas compris et tout ce qui n'est pas individualisé comme émission ou capture. Il y a là-dedans les terres agricoles, les mangroves, les tourbières, etc., etc. Alors tel que c'est là, on peut déjà tirer deux conclusions importantes. La première, c'est que les activités humaines en forêt représentent près de 25% des émissions totales. C'est énorme. Par ailleurs, il faut être inquiet. Avec une augmentation de 5,6 milliards de tonnes de carbone par an dans l'atmosphère, on risque de franchir bientôt le seuil d'élévation de température au-delà duquel la machinerie climatique risque de s'emballer et de devenir incontrôlable. Ce seuil est de 2 degrés Celsius. C'est, disons, convenu dans le monde scientifique. Ce n'est pas très précis. Et l'inquiétude, c'est que les 1,5 degré d'élévation de température globale par rapport à l'ère préindustrielle, qui avait été fixé en 2015 dans l'accord de Paris, par prudence, justement, pour être loin de ces 2 degrés, eh bien ces 1,5 degré seront franchis cette année ou l'an prochain. Il y a donc urgence. Il faut impérativement rééquilibrer rapidement les flux d'émissions et les flux de capture de carbone dans l'atmosphère. Comment faire? C'est visible ici. Première chose, réduire drastiquement la consommation des combustibles et carburants d'origine fossile. Deuxièmement, arrêter
la déforestation et, si possible, diminuer les prélèvements en forêt. Troisièmement, renforcer le puits terrestre, surtout dans sa composante forestière, qui est quand même plus facile à contrôler que le puits océanique. Alors là-dessus, tous les scientifiques sont d'accord. Pas de problème. L'ennui, c'est que dans la réalité, pratiquement rien ne se fait dans ce sens sur le terrain. Bon, c'est vrai qu'il y a des obstacles. Il y a le climato-scepticisme persistant, Trump par exemple. Il y a les intérêts économiques à courte vue, les pétroliers. Et puis il y a aussi, il faut le dire, une certaine résistance sociale au changement. En particulier, et c'est là où va se nouer le problème, à la réduction des prélèvements en forêt, la profession, les professionnels et les hommes politiques, les décideurs, disent qu'il serait quand même très avantageux de substituer du bois aux combustibles fossiles et aux matériaux énergivores. Et pour cela, ils prônent l'augmentation des prélèvements en forêt, bien sûr dans les limites de la productivité des forêts. Mais enfin, il y a du bois en forêt, il faut l'exploiter, et l'exploiter pour se substituer aux combustibles fossiles et aux matériaux énergivores. L'argument est audible. Encore faudrait-il préciser que la substitution ne doit être engagée qu'à condition qu'on soit sûr de diminuer les émissions globales et non pas les augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que pour chaque application, je devrais avoir estimé l'empreinte carbone de la solution bois et de la solution non bois pour savoir quelle est la préférable. La difficulté, c'est que la filière forêt-bois est la seule activité humaine qui se soustrait à toute comptabilité carbone. Elle existe, cette comptabilité carbone, pour tout. Vous connaissez l'empreinte carbone du kilo de poire venant d'Afrique du Sud. Vous connaissez l'empreinte carbone d'un séjour de 8 jours à Acapulco. Vous êtes incapable de me dire quelle est l'empreinte carbone de n'importe quel objet en bois ou de n'importe quel acte en forêt. Pourquoi? Ben moi, je vais vous dire. Ce n'est pas une certitude. Là, je mets une parenthèse. Jusque-là, j'ai été très rigoureux sur le plan scientifique. À partir de maintenant, je ne le suis plus trop. Mais enfin, je pense que les choses se sont passées comme ça. Dans les années 1980-1990, quand le monde forestier et le monde des applications, menuiserie, charpente, etc., a pris conscience du changement climatique et de ses causes, eh bien, sachant que le bois contient beaucoup de carbone, les professionnels ont craint une réduction de leur activité. Et ils ont trouvé, sans doute sincèrement, une parade dans le fait que le bois, comme toute biomasse, est renouvelable. Et ils se sont dit, si je renouvelle le bois au fur et à mesure que je le consomme, ce bois est neutre en carbone vis-à-vis de l'atmosphère. C'est discutable sur certains aspects, mais c'est finalement assez logique. Pas de problème. L'ennui, c'est qu'on en a déduit que la substitution du bois aux combustibles fossiles et aux matériaux énergivores supprimait les émissions. Et c'est logique aussi, mais je vous montrerai que c'est faux. Je vous montrerai que c'est faux. C'est une énorme erreur. On a l'impression, effectivement, quand je dis le bois c'est neutre, donc si j'utilise du bois à la place de pétrole ou de charbon ou de béton, eh ben, c'est gagnant. Non. On va voir que c'est faux. Néanmoins, cette idée s'est imposée. Elle s'est imposée et
il va falloir qu'on creuse un petit peu plus en passant à la diapositive suivante. Qu'est-ce que ça veut dire, l'assertion de neutralité carbone? Eh bien, ça veut dire que, a priori, on suppose que les échanges de carbone entre la forêt et les utilisations de son bois d'une part, l'atmosphère d'autre part, ces échanges sont équilibrés. Alors, je ne détaille pas, là c'est quelque chose d'hyper simplifié, mais c'est suffisant pour mon propos. Imaginez une forêt, ça peut être une petite chênaie, la France, la forêt française tout entière, toutes les forêts du monde, la voilà. Et puis, toute l'industrie du bois, y compris bien sûr le bois énergie. Comment ça marche? Eh bien, grosso modo, la forêt capte un flux de carbone dans l'atmosphère pour faire la synthèse de sa biomasse, notamment la biomasse ligneuse, son bois. La récolte emporte ce carbone et puis on en fait des objets où on le brûle, où on brûle le bois, et on renvoie dans l'atmosphère du CO2, sous forme de CO2, on renvoie ce carbone sous forme de CO2. Alors, contentez-vous de voir un flux vert qui est la capture de carbone, un flux rouge qui est l'émission de carbone. Il est clair que la différence entre les deux flux représente la variation du stock de carbone qui est réparti entre la forêt et les produits bois. En sorte que si le flux vert est plus grand que le flux rouge, le stock de carbone qui est réparti entre forêt et produits bois augmente. Il augmente comment? Au dépend de l'atmosphère. C'est bon pour le changement climatique, ça, pour l'atténuer. Dans le cas contraire, eh ben, c'est la catastrophe parce que le stock de carbone dans la forêt et dans les produits bois diminue et il va se retrouver dans l'atmosphère. Ça accélère le changement climatique. Et il y a le cas limite, c'est celui où les deux flux sont égaux et où le système forêt-produit-bois est par conséquent neutre vis-à-vis de l'atmosphère, mais où le stock de carbone ne varie plus. Voilà. C'est ça qui est la neutralité carbone. C'est dans cette condition, et seulement dans cette condition, qu'on peut dire qu'il y a neutralité. Alors déjà, on a restreint. Le bois n'est plus neutre en général, il est neutre dans ces conditions. Et alors, c'est effectivement là le problème, parce que, peut-être la suivante, merci Cécile, parce que cette assertion de neutralité carbone a été admise comme norme dès lors que les forêts sont gérées durablement. Et l'argumentaire, vous le trouvez dans des milliers de publications relatives aux énergies renouvelables, au bois, etc. Cette argumentation, à des variantes près, est toujours la même. Vous l'avez là-haut. Lorsque la forêt est convenablement gérée, les arbres qui poussent remplacent ceux qui sont abattus, et par conséquent, la neutralité coule de source. Et puisqu'il y a neutralité, la substitution du bois à des matériaux ou à des combustibles évite les émissions. C'est bien formulé, mais c'est faux. Vous montrerez, c'est faux, totalement. L'ennui, c'est que ça a été une espèce de potion magique qui a sauvé le monde forestier de l'angoisse vis-à-vis du changement climatique. Ils se sont dit, nous, on n'y peut rien, on s'en lave les mains. Et tout le monde l'a admis, dans tous les milieux économiques, notamment en relation avec la forêt et le bois. Mais le pire, c'est que cette assertion de neutralité carbone est devenue légale, à défaut d'être légitime. Toutes les directives européennes relatives aux énergies renouvelables spécifient que le facteur d'émission de la biomasse est nul, ou encore que l'utilisation de combustibles et carburants issus de la biomasse, il n'y a pas d'émission. C'est vrai, non seulement en Europe, mais c'est vrai dans tous les pays du monde. Il y a des réglementations identiques aux États-Unis, au Royaume-Uni, partout. Ce qui amène finalement dans l'opinion publique l'idée que le bois
et la biomasse sont des moyens de décarboner l'économie. Vous voyez ça dans les journaux partout. Le bois et la biomasse sont un moyen de décarboner l'économie. Ce n'est pas vrai. Et effectivement, le carbone constitutif de la biomasse et du bois, qu'on appelle le carbone biogénique, on considère dans tous les pays du monde qu'il n'a aucun impact sur l'effet de serre et par conséquent sur le climat. Pourtant, pour moi, un atome de carbone qui vienne de la biomasse ou qui vienne d'un combustible fossile, il a exactement le même effet climatique. Ben, c'est pas vrai. Alors, pire encore, on en est venu à dire que l'utilisation d'1 mètre cube de bois à la place de combustible fossile permet d'économiser une demi-tonne de CO2 et qu'une utilisation d'1 mètre cube de bois à la place d'autres matériaux, c'est en moyenne 1,5 tonne de CO2 économisée. Vous comprendrez pourquoi on exploite de plus en plus les forêts dans le monde entier, qu'on ratisse tout ce qu'on peut, un développement immodéré des usages du bois, notamment pour l'énergie, avec bien sûr des conséquences dramatiques pour la forêt, pour la biodiversité et pour le climat. La suivante, s'il vous plaît. Alors maintenant, il faut que je vous explique pourquoi j'ai une telle haine pour la neutralité carbone. Alors, en elle-même, la neutralité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être admissible. Mais enfin, quand même, on peut remarquer que c'est un cas particulier, que jamais personne ne vérifie sur le terrain. Quel est l'exploitant forestier qui vérifie qu'il respecte bien les conditions de neutralité carbone? Jamais personne. Par ailleurs, moi, quand j'étais à l'école, on m'a dit, surtout, fais attention, ne prends jamais un cas particulier pour la généralité. Deuxième critique, là aussi pas terrible. Si neutralité il y a, ben les échanges sont équilibrés, le stock de carbone ne varie pas, ça veut dire que la forêt et son bois ne jouent strictement aucun rôle vis-à-vis de l'effet de serre. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut dans les circonstances actuelles? Ben non, ce n'est pas en étant neutre qu'on va gagner la bataille du changement climatique. Mais là encore, c'est pas grave. Par contre, là, ce qui est grave, c'est de dire que dans les conditions de neutralité, la substitution de bois à d'autres combustibles et matériaux évite les émissions. Ça, c'est entièrement faux. En réalité, dans les conditions quelconques de neutralité ou pas, la substitution de bois à d'autres matériaux remplace l'émission de ces matériaux par l'émission du bois. Pour moi, ça me semble évident, mais pas tout le monde. Alors, on va regarder la diapositive suivante pour vous en apporter la preuve. Comparons les bilans carbone pour une même chaleur rendue lorsque j'utilise du bois et que j'utilise un combustible fossile, pétrole ou gaz par exemple. Eh bien, c'est simple. Rappelez-vous la diapositive de tout à l'heure. Lorsque j'utilise le bois, le bilan carbone de l'opération « je brûle du bois », c'est simplement la différence entre ce que je capture comme carbone dans l'atmosphère et ce que j'émets. Voilà. Ça, c'est de l'algèbre, mais je pense que tout le monde peut comprendre. C'est la différence entre la capture et l'émission. Maintenant, supposons que je remplace mon bois par du gaz. Que se passe-t-il? Eh bien, rien d'extraordinaire. La forêt, elle n'a pas été effacée de la planète pour autant. Elle est toujours là. La seule différence, c'est que je ne l'exploite plus. Et par conséquent, qu'elle capte un tout petit peu plus de carbone que lorsque je l'exploitais. Tout simplement parce que je ne coupe plus des arbres qui sont des capteurs. Par contre, j'utilise du gaz. Et voilà maintenant mon bilan. Vous voyez tout de suite que dans la mesure où les deux flux, enfin où la forêt capte à peu près la même chose dans les deux cas, je n'ai fait que remplacer l'émission du bois
par l'émission du fossile. Ou bien sûr, la réciproque, si je fais la substitution inverse. En aucun cas, je n'ai maintenu la neutralité. Le simple fait de faire la substitution rend caduque l'hypothèse de neutralité. Par conséquent, il est absolument impossible de continuer toute discussion sur les utilisations du bois pour l'énergie ou pour autre chose sans avoir sous le nez des tableaux comparatifs sur les performances ou les caractéristiques du bois par rapport aux autres combustibles ou aux autres matériaux. Et alors là, je me pose un grand point d'interrogation sur l'honnêteté des gens. Car je n'ai trouvé dans aucune des publications en faveur du bois énergie, aucune, vous m'entendez, je n'ai jamais vu la moindre allusion aux caractéristiques du bois comme combustible. C'est quand même curieux ça, non? Eh bien, les voilà, les caractéristiques du bois comme combustible. Heureusement, elles se trouvent dans tous les bouquins de physique depuis le milieu du 19e siècle. Mais on ne les voit pas. Je vous les montre. Le bois n'est pas un bon combustible. C'est même le pire de tous les combustibles, sans exception. Car son pouvoir calorifique inférieur est le plus faible de tous et son facteur d'émission est le plus élevé de tous les combustibles. Qu'est-ce que c'est que le facteur d'émission? C'est la quantité de carbone ou de CO2 qu'on renvoie dans l'atmosphère rapportée à l'unité d'énergie rendue. Ici, c'est le mégajoule. Le mégajoule, c'est 0,27 kWh. Voilà. Alors, regardons le facteur d'émission du bois. Le facteur d'émission du bois, il a plusieurs composantes, parce que c'est un facteur d'émission complet. Il y a d'abord, bien sûr, le facteur d'émission intrinsèque, c'est-à-dire celui qu'on peut mesurer en laboratoire, dans une bombe calorimétrique, en faisant brûler le bois sous oxygène. C'est simplement le contenu carbone du bois qui intervient. Ce facteur d'émission est de 112 grammes de CO2 par mégajoule. Et puis, quand je m'approvisionne en bois, eh ben, il faut que j'envoie des engins dans la forêt, il faut couper la forêt, je laisse des rémanents, je laisse des branchages, des souches, des racines qui vont se décomposer, j'écrase le sous-bois, je bouleverse la litière, quelquefois je bouleverse le sol, tout ça c'est cause d'émissions, et au total, statistiquement, parce que c'est quand même un peu flou, cette émission supplémentaire qu'on appelle l'émission amont biomasse, elle correspond à peu près à la moitié de l'émission intrinsèque de combustion du bois. Et puis enfin, j'utilise des machines, des tronçonneuses, des transports, des broyeurs pour faire les paquettes, les granulés, et ça consomme du combustible fossile, et il y a une émission amont fossile qui est 12 grammes de CO2 par mégajoule. Au total, le facteur d'émission de mon bois, que je brûle, de mon combustible bois, est de 180 grammes de CO2 par mégajoule. Tenez-vous bien, c'est 1,5 fois le charbon, 2 fois le pétrole, 3 fois le facteur d'émission du gaz. Alors là, voilà une vérité physique qui dérange. Parce que si ça se savait, eh bien, le bois énergie décarboné prendrait un sacré coup dans l'aile. Alors maintenant, je vous propose, pour faire la synthèse de ce que je viens de raconter jusqu'à présent, de reprendre la diapositive de tout à l'heure qui comparait le chauffage au bois au chauffage fossile, mais cette fois-ci, maintenant que j'en dispose, maintenant avec les chiffres. Et comme je ne veux pas botter en touche devant vous, je me place dans les conditions de neutralité carbone qui ont été mentionnées tout à l'heure. Comme ça, je n'essaie pas d'éviter les difficultés. On va regarder dans ce scénario une substitution du bois au gaz, enfin oui, ça, une substitution de gaz au bois, pardon, une substitution de gaz au bois dans les conditions de neutralité. Alors comment les choses se passent? Eh bien,
peu importe qu'il s'agisse d'un chauffage domestique, d'un chauffage collectif, d'une chaufferie centralisée à bois, d'un réseau de chaleur comme à Metz ou à Nancy, je ne sais plus. Peu importe aussi que ce soit la fabrication d'électricité à partir de biomasse comme à Gardanne, de toute manière, pour chaque mégajoule, d'énergie rendue, mon bois émet 180 grammes de CO2 pour chaque mégajoule. Ces 180 grammes de CO2 se décomposent en 168 grammes de carbone biogénique, celui qui est constitutif de la matière ligneuse, et puis les 12 grammes de combustible fossile que j'ai dépensé pour m'approvisionner en bois et le mettre en condition. Pour être neutre, je vais recruter des forêts autour de chez moi pour que ces forêts m'approvisionnent en bois en captant dans l'atmosphère exactement la même quantité de CO2 que celle que j'émets. C'est ça la condition de neutralité. Voilà ma forêt, elle capte 168 grammes de CO2 par mégajoule. Alors j'ai fait maintenant le bilan. Mon puits de pétrole ou mon puits de gaz, il reste inerte. L'usage du bois, bilan 12 grammes de CO2 par mégajoule, c'est-à-dire rien. Vous avez raison, le fait de me chauffer au bois est absolument sans effet sur l'effet de serre. Alors vous dites, ce mec est complètement fou. Non. Suivez-moi bien. Moi, je tiens mon idée. Je remplace mon chauffage au bois par un chauffage au gaz. Je passe ici et je refais les comptes. Ma forêt, elle n'a pas été effacée de la carte. Je ne l'ai pas brûlée. Elle est toujours là. Mais on vient de voir que le facteur d'émission du gaz était 3 fois plus faible que le facteur d'émission du bois. 67 grammes de CO2 par mégajoule, qui est la somme du facteur d'émission à la combustion et du facteur d'émission à mon. Je refais les comptes et je trouve bilan 101 grammes de CO2 par mégajoule. Attention, ce n'est pas de l'émission, c'est de la capture. Là, je ne fais rien vis-à-vis du changement climatique, là, je l'atténue. Et je l'atténue considérablement. Alors, vous voyez bien que l'assertion de neutralité carbone et sa logique de substitution, elle se mord de la queue. Et que, de toute manière, utiliser le bois à la place d'un combustible fossile augmente automatiquement les émissions au lieu de les réduire comme on le pense communément. Mais quand même, il faut, pour être tout à fait honnête, que je réponde à une question qui doit tarauder certains, mais qu'est-ce qui se passe après? Parce que ma forêt, qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient libre de faire ce qu'elle veut. Ou bien, au contraire, je vais l'exploiter pour autre chose. Peut-être demain va-t-elle brûler, peut-être va-t-elle être détruite par une tempête, que sais-je? Alors bon, vous pouvez imaginer tous les scénarios que vous voulez, on va en choisir un, très simple, pour voir quand même comment on peut raisonner, et vous allez comprendre. Alors voilà le suivant. Le scénario que je propose, c'est que cette forêt que je n'exploite plus, puisque j'utilise du gaz à la place de mon bois, je la laisse évoluer librement. C'est un peu plus compliqué, mais avec une représentation graphique, on doit pouvoir s'en tirer. Je représente là l'évolution de l'émission de CO2 et de l'émission et de la capture nette de CO2 avant et après substitution. Avant substitution, il n'y a pas de problème, je me chauffe au bois dans les conditions de neutralité, capture et émission restent constantes, et l'écart entre les deux courbes est simplement dû aux 12 petits grammes de CO2 de fossile.
au moment où je remplace mon chauffage au bois par un chauffage au gaz, il y a une réduction abrupte de l'émission, puisque le facteur d'émission du gaz est 3 fois plus faible que celui du bois. Qu'est-ce qui se passe par contre pour le flux de capture? Eh bien, d'abord, le flux de capture, il augmente un tout petit peu puisque je ne coupe plus mes arbres capteurs dans la forêt. Donc, j'améliore un petit peu la performance de capture de carbone dans la forêt. Mais ensuite, si je laisse ma forêt évoluer toute seule, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, elle va pousser, elle va accumuler du bois, elle va accumuler du bois mort, elle va tendre bientôt vers un état d'équilibre entre la productivité biologique et la mortalité. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, ma forêt ne pousse plus, elle est mature et elle ne capte plus rien de net pour constituer de la biomasse ligneuse, puisque son stock est devenu constant. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que le flux de capture va décroître au fur et à mesure que le temps passe et tendre vers zéro lorsque la forêt sera complètement mature. Avec quelle unité de temps dois-je considérer cette évolution? Eh bien, si on trace une tangente à l'origine à cette décroissance exponentielle, on trouve là un temps qui est indicateur. Comme ça, il faut le prendre avec toutes les réserves voulues. Ce temps est de l'ordre d'une dizaine d'années pour les dépeuplements de saules ou de bouleaux. Il est de 50, 60, 70 ans pour la majorité des essences forestières, qu'elles soient feuillues ou résineuses. Elle est de l'ordre du siècle et peut-être un peu plus pour le hêtre ou le chêne. Bon, voilà. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça se croise. Et ça se croise, quelle est la conséquence? Eh bien, ça veut dire que à partir de ce moment-là, les émissions dues au gaz deviennent supérieures à la capture de la forêt. Et par conséquent, l'intérêt de la substitution que j'ai faite cesse au bout d'un certain temps. Alors, je me rassure tout de suite, ce fait a été exploité par un certain nombre d'auteurs pour tenter de sauver le bois énergie, mais la réponse est très simple. Il y en a deux réponses. La première, que certes, au bout d'un certain temps, l'avantage du combustible fossile ne va pas être si bonne, mais attention, il y a une échelle des temps. En 2050, l'ONU impose à tous les pays d'être neutres en carbone. D'accord? Donc, ce n'est pas le moment. 2050, si ça c'est du chêne, 2050 c'est par là. Donc ça veut dire que l'argument ne tient pas compte tenu des échéances climatiques. Mais surtout, alors plus scientifiquement, on a vu qu'il y a une hiérarchie des facteurs d'émission. Hiérarchie des facteurs d'émission, c'est qu'il faut préférer le charbon au bois, il faut préférer le pétrole au charbon, il faut préférer le gaz au pétrole. Et surtout, il faut préférer au gaz toutes les énergies non carbonées, qu'elles soient renouvelables ou non, et vis-à-vis de ces énergies non carbonées qui maintenant sont en abondance, on est en train de vendre de l'électricité un peu partout, eh bien, le bois énergie est définitivement hors jeu. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors là, je vais être beaucoup plus bref. Je vais montrer que l'assertion de neutralité carbone conduit aussi à des aberrations en ce qui concerne le bois matériau. Quand je compare, du point de vue des émissions carbone, un objet en bois et un objet non bois ayant la même fonctionnalité, l'objet bois va être automatiquement préféré au regard des réglementations européennes et autres qui privilégient l'idée de neutralité carbone. C'est peut-être pas juste. Mais aussi, si cet objet bois est suffisamment durable pour être encore en service
au-delà des échéances climatiques, on va dire, ah, ça c'est bien, il stocke du carbone, et ça c'est bon pour le changement climatique. C'est ce que vous avez dans toutes les publications à l'heure actuelle. Est-ce que c'est bien vrai? Non. Je prends un exemple très simple. J'ai un beau chêne, là. Je l'abats pour faire du bois d'œuvre, parce que seul le bois de menuiserie et le bois de charpente ont des durées de vie suffisantes pour être encore en service au-delà des échéances climatiques. J'abats mon arbre, je commence par constater que les pertes aériennes d'exploitation, les racines, plus toute la partie ligneuse de l'arbre qui n'a d'autre utilité que le bois énergie ou le bois d'industrie, eh ben, à court terme, renvoie son carbone à l'atmosphère. Et mon produit durable, je ne peux l'extraire que de la grume. Or, la grume ne représente que 45% du volume ligneux total de l'arbre et par conséquent de son contenu carbone. Mais ce n'est pas la grume qui est l'objet. Il faut d'abord que je passe par les sciages. Alors, quand je scie, eh bien, il y a encore la moitié du volume ligneux de la grume et par conséquent son contenu carbone qui fait la malle. En quelque sorte, avant même que j'ai commencé à façonner mes objets, les sciages représentent tout au plus le quart ou le cinquième de la masse de carbone initiale. En d'autres termes, je pars avec un handicap carbone, une empreinte carbone qui est au moins 3 ou 4 fois plus forte que le contenu carbone de mes sciages. Mais en plus, lorsqu'un exploitant forestier tire un chêne de la forêt, en général, ce n'est pas un chêne tout seul. Il va exploiter un certain nombre d'arbres, parmi lesquels il va s'en trouver qui sont absolument impropres à des usages durables. Donc finalement, quand on dit qu'on stocke du carbone en utilisant, en fabriquant des objets durables en menuiserie et en charpente, ce n'est pas vrai. On en déstocke beaucoup plus en forêt. J'en arrive à la conclusion. Alors, premier point, la neutralité carbone, c'est du pipeau. C'est en fait un leurre. Et la conséquence logique, apparemment logique, qui est que la substitution du bois aux combustibles fossiles, aux matériaux énergivores, est favorable à l'atténuation du changement climatique, c'est tout simplement un sophisme. Il vaut mieux se dire une bonne fois pour toutes dans la tête que lorsqu'on brûle du bois, on envoie du carbone dans l'atmosphère, alors que la forêt avait eu bien du mal à le capter. Ce bois, on le renvoie dans l'atmosphère. Et ça, c'est absolument inutile dans la mesure où il y a des choses des moyens de se chauffer qui émettent infiniment moins de carbone que le bois. Alors, cet argument, qui est quasiment une lapalissade, on peut l'employer aussi pour les utilisations du bois comme matériau, mais avec prudence, parce que même s'il y a un handicap carbone certain pour le bois, les autres matériaux peuvent avoir eux aussi des handicaps certains, et il faut pouvoir comparer. C'est pour ça qu'il faut une comptabilité, il faut pouvoir comparer. Dans ces conditions, prélever des arbres en forêt en prétendant décarboner l'économie, c'est inconséquent. Ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut plus exploiter les forêts et récolter du bois. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je n'ai jamais dit ça. J'ai démoli une théorie. Je n'attaque pas la filière bois. Mais il faut que la filière bois fasse comme tout le monde, qu'elle fasse sa comptabilité carbone. À ce moment-là, elle deviendra crédible. Tant qu'elle ne le fait pas, cette comptabilité, elle ne sera pas crédible. Alors, effectivement, le bois a tellement de qualités propres que ce n'est pas la peine de lui en rajouter une de mythique.
Le fait de dire le bois c'est bon pour le climat, c'est pas vrai. Le bois est mauvais pour le climat. Tout est mauvais pour le climat. Vous êtes mauvais pour le climat puisque vous émettez du carbone et quelquefois davantage. Voilà. Il faut absolument se mettre dans la tête que ce qu'on raconte est absolument faux. Et pour déverrouiller le problème, il faut une comptabilité précise. Elle existe, cette comptabilité, c'est ça le pire. Elle a été dictée par le GIEC en 1996. Elle a été perfectionnée depuis, mais la base est toujours la même. Et cette comptabilité est utilisée partout, partout, sauf par la filière bois. Alors donc, dans le contexte du changement climatique, l'exploitation forestière et l'usage du bois ne devraient répondre qu'à des nécessités techniques, économiques, sociales et sociétales, mais pas invoquer la raison climatique. Alors, ce qu'il faut, c'est d'urgence, mais est-ce possible? Faire réviser toutes les réglementations qui, à travers le monde, s'appuient à l'assertion de la neutralité carbone. Je ne sais pas. Alors, la seule chose que je me proposais, c'est que moi, si c'était moi, je ferais pousser les forêts. J'augmenterais leur surface forestière le plus possible, sans brouter naturellement sur les espaces réservés à l'agriculture ou à l'élevage. Et je le ferai aussitôt que possible et rapidement, parce que le changement climatique est tellement rapide que maintenant il faut craindre la destruction des forêts par chaleur, sécheresse, tempête, incendie, et que la solution que je propose risque d'être à foutre au panier d'ici quelques années. À ce moment-là, il y aurait d'autres solutions pour nous sauver que de capter directement le CO2 dans l'atmosphère par des moyens purement techniques et à injecter ce CO2 dans des structures géologiques adéquates. Ou alors encore, pire, utiliser les techniques de géo-ingénierie du climat avec le sentiment de jouer les apprentis sorciers. Je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre disposition pour répondre aux questions.